Êtes-vous satisfait du projet de loi de Victorin Lurel pour faire baisser les prix en Outre-mer? Alors, le projet de loi qui a été présenté par le ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, comporte surtout des mesures contre les monopoles et les oligopoles. C'est une bonne idée. Par exemple, la partie de la loi qui concerne les exclusivités que certains importateurs ont sur certains produits, non seulement ce sont des exclusivités qui sont illégales depuis toujours, mais il est bon que l'on dise clairement que ces exclusivités ne doivent pas exister, qu'il doit y avoir une concurrence généralisée sur l'ensemble du territoire de la République. Par conséquent, sur ces questions-là, je suis tout à fait heureux de l'existence de ces lois. Mais je pense qu'il manque deux choses. Mais ça viendra, je suppose. Nous avons 5 ans devant nous avec le nouveau gouvernement. Par conséquent, dans les mois, les années qui viennent, d'autres mesures vont venir s'ajouter pour faire une véritable politique de développement. Et en quoi ces mesures pourraient être intéressantes? On a d'abord la question de la continuité territoriale. Dans une île, on ne peut pas abaisser les coûts et les prix s'il n'y a pas une continuité territoriale véritable. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette question, mais il suffit simplement de se rendre compte que un département comme ou deux départements comme la Corse, ou une région si vous préférez comme la Corse, bénéficient d'une continuité territoriale en matière maritime et en matière aérienne, et la dotation qui est servie à l'Assemblée corse pour pouvoir assurer la continuité territoriale représente un montant de plus de 700 € par Corse, par personne. La continuité territoriale qui existe en Outre-mer, c'est simplement une aide aux transports aériens. Cela ne concerne pas les transports maritimes. Et cette continuité territoriale ne représente que 27 € par tête d'habitant. C'est dérisoire. Par conséquent, ça ne peut pas avoir une véritable influence sur les prix. Deuxième aspect important qu'il faudra aussi mettre en place, c'est qu'il faut ouvrir les économies de l'outre-mer, en particulier celle de la Martinique, aux importations d'origine autre que les origines européennes. Parce que, à proximité de chez nous, il y a certaines offres qui peuvent venir d'Amérique latine, d'Amérique centrale, ou même qui peuvent venir d'Asie à travers le canal de Panama, et qui peuvent aider à faire baisser les prix. La meilleure solution de baisser sous le coût de la vie serait peut-être de s'approvisionner en Amérique du Sud, dans la Caraïbe, voire même aux USA. Mais certains freins de notre appartenance au marché européen nous désavantagent. Qu'en pensez-vous? Non, je ne crois pas. En réalité, nous avons la possibilité d'importer de la plupart des sources environnantes. La preuve, c'est que vous allez au supermarché, n'importe quel supermarché de Martinique, vous allez trouver des ignames qui viennent du Costa Rica. Vous allez trouver des raisins qui viennent du Chili. Par conséquent, il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle n'est pas, c'est pas qu'il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle n'est pas juridique, elle ne tient pas à des arrangements européens, elle tient fondamentalement à l'absence de système de transport suffisamment efficace. Si vous voulez faire venir un produit du Venezuela ou de Colombie ou du Mexique, souvent ce produit doit faire des circuits tels parce que les transports maritimes ne sont pas directs. Il y a des systèmes de plateformes de convergence ou de transbordement qui existent dans la zone qui fait que le circuit du produit ne sera pas direct et donc vous aurez des délais considérables d'approvisionnement. Si vous voulez réduire ces délais d'approvisionnement, l'une des solutions, c'est de mettre en place un port de transbordement en Martinique. Et c'est à ça que nous travaillons. Et nous espérons pouvoir profiter de l'ouverture du 3e jeu d'écluses qui doit être mis en place
au canal de Panama et qui va provoquer une augmentation assez considérable des flux de containers qui vont traverser le canal pour pouvoir positionner la Martinique avec un port de transbordement. Alors, vous dites que notre souci avec notre proximité serait le transport. Mais Fondamentalement. il n'y a pas que le transport, parce qu'il y a les normes européennes. Prenons le cas de Renault Citroën, qui ont des usines en Amérique du Sud, c'est-à-dire au Brésil et en Argentine. Nous ne pouvons pas acheter ces voitures qui seraient probablement moins chères parce qu'elles ne sont pas aux normes européennes. Ou tout près, banalement, le ketchup de banane fabriqué à Sainte-Lucie, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le vendre en Martinique, parce que ce ketchup n'est pas aux normes européennes. Alors, sur la question des normes, il faut d'abord dire que les normes européennes sont parmi les meilleures du monde. Aller chercher d'autres normes qui ne sont pas européennes, c'est prendre des risques considérables. Vous savez par exemple qu'en Amérique latine, au moment où sur le marché européen, on n'accepte pas des produits qui sont, comme les produits agricoles, qui sont réalisés avec des pesticides, etc., dans toute l'Amérique latine, on utilise des pesticides. Vous ouvrez donc un marché, le marché de la Martinique, à des produits qui ne viennent pas d'Europe, mais il faut veiller à ce que les normes soient des normes européennes. Car si ce ne sont pas des normes européennes, ce sont des normes inférieures aux normes européennes. Il faut faire très attention à ça. Donc, au même moment où en Europe, nos produits à nous, bananes, etc., ont des difficultés sur le marché européen face à la concurrence venant d'Amérique latine, nous devons nous demander, et nous devons vérifier, ça, la vérification est très facile, de vérifier que dans ces pays d'Amérique latine, on produit sans prendre en compte des normes qui sont des normes européennes. Donc il nous faut au contraire veiller à ce que les normes qui sont appliquées pour tous les produits que nous ferions venir à la Martinique d'autres origines que l'Europe, que ces produits-là soient à des normes européennes. Même le matériel industriel européen fabriqué en Amérique du Sud. Dès lors que vous avez des normes inférieures, ça veut dire que vous avez ou bien des risques plus importants pour la main-d'œuvre, ou bien une qualité moins bonne du matériel. Bref, les normes, il faut une exigence de normes, et les normes les plus exigeantes qu'on connaisse pour le moment dans le système mondial, ce sont les normes européennes. Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, doute de l'efficacité de la défiscalisation en Outre-mer. Que répondez-vous? Alors, je pense qu'il a tort. Évidemment, il y a eu plusieurs rapports qui ont été écrits par le Conseil d'État, par différents organismes nationaux, et qui condamnent la défiscalisation en disant qu'il s'agit d'un instrument qui n'est pas efficace, mais en réalité, ce qu'il y a derrière le raisonnement de la plupart de ces rapports, c'est de dire que ce sont des niches fiscales. Et comme l'on veut réduire les niches fiscales pour augmenter les recettes de l'État, on croit pouvoir le faire en disant que ces instruments ne sont pas efficaces. Mais il est bien clair qu'au cours de ces 30 dernières années, le développement de l'entreprise privée, la modernisation des entreprises, le développement de tout le secteur qui est le secteur du tourisme dans les Outre-mer a été dû en grande partie à la défiscalisation. Que l'on doive corriger cette défiscalisation pour éviter des abus, pour éviter que des investissements soient réalisés uniquement sur une logique financière et non pas sur une logique économique, oui, il faut corriger. Et on a déjà pas mal corrigé la défiscalisation de ce point de vue-là. Mais comme instrument de développement, c'est l'un des instruments de développement importants et efficaces parce qu'il permet d'abaisser le coût du capital. Or, dans nos régions, dans une île en général, surtout lorsque l'île est isolée, le coût du capital est toujours très élevé. Par conséquent, il faut le baisser et la défiscalisation, c'est l'un des moyens de le faire. Donc, que l'on perçoive la défiscalisation comme une niche fiscale au niveau national, c'est possible. Mais au niveau régional, au niveau local, au niveau des normes, c'est un instrument de développement.
Vous dirigez entre autres l'ADEME, qui est l'Agence de développement économique de la Martinique. Votre politique est-elle différente de votre prédécesseur? Je crois. Je crois, puisque nous avons pris toute une série d'initiatives ici à l'ADEME que nous sommes en train de mettre en pratique. L'une d'entre elles consiste à nous axer sur la modernisation des entreprises par les technologies de l'information et de la communication. Nous avons recruté ici à l'ADEME un spécialiste et qui aujourd'hui conseille les petites entreprises dans la manière d'utiliser les technologies de l'information pour améliorer leur pénétration sur les marchés, améliorer la gestion des entreprises, utiliser des logiciels de gestion, etc., etc. Et ça, évidemment, les résultats, on ne les verra qu'au bout d'un certain temps, mais nous les avons mis en œuvre. Nous avons un programme qui vient d'être lancé par l'ADEME, que nous appelons le programme Diadème, qui va être un programme de suivi d'une centaine d'entreprises de manière extrêmement étroite pour veiller à aider ces entreprises-là à gagner en matière de compétitivité, en matière d'efficacité. Et cela, ça vient de commencer, ça n'existait pas préalablement. Troisième exemple, nous avons par exemple la politique qui existait déjà à l'ADEME, mais à laquelle je donne une force particulière, un accent particulier, qui est la politique de qualité. Je crois en effet que seule la qualité peut aider des petites entreprises et des petites économies à trouver leur place dans les échanges internationaux. Eh bien, nous mettons un accent particulier aujourd'hui sur la politique de qualité, aider les entreprises à être conscientes du problème de la qualité, aider les entreprises à se faire certifier en matière de qualité, à respecter des processus de production qui sont des processus qui prennent en compte la qualité. Eh bien, c'est l'une des orientations dans lesquelles nous avons définitivement installé l'ADEME. Ajoutons à cela que nous avons aussi nous avons commencé à lancer une politique de création de projets par l'ADEME. L'une des vocations de l'ADEME, c'est d'élaborer des projets d'entreprise, des projets de filière, et de faire en sorte que ces projets de filière puissent être disponibles à des promoteurs qui veulent s'engager dans la production. Eh bien, ceci était complètement tombé en désuétude à l'ADEME. Le projet de ce type, nous sommes en train de les remettre en route. En Martinique, le fossé se creuse de plus en plus entre les grands entrepreneurs et les syndicats qui dénoncent le dogme de la profitation. Quel est votre discours? Écoutez, c'est vrai que le dogme de la profitation a été à l'origine des événements de 2009. Alors, il y a du vrai dans cette affaire, mais il n'y a pas que ça comme problème. C'est vrai qu'il y a des prix qui sont souvent exorbitants pour certains produits, et la loi qui a été proposée par le ministre de l'Outre-mer vise à réduire ces écarts de prix trop importants par rapport à ce qui se fait en métropole et à l'extérieur. Mais cela dit, il y a aussi le fait que des produits peuvent difficilement être bon marché lorsque vous les transportez sur une très grande distance et que vous les vendez sur une petite dimension, parce que vous avez une petite économie de 400 000 habitants, ce qui concerne la Martinique. Donc, moi je crois, et je l'ai déjà introduit cette idée, il faut compléter la politique de lutte contre les prix élevés par une politique de véritable continuité territoriale et une politique d'ouverture sur les marchés extérieurs. Par ailleurs, les petits entrepreneurs sont souvent dans une situation d'infériorité par rapport aux grosses entreprises. Et il faut compenser cela en faisant une action systématique en direction des petites entreprises, des micro-entreprises, en leur permettant d'accéder au crédit, en leur permettant d'accéder à l'innovation, en leur permettant de mieux connaître leur marché, etc., etc. Et c'est cela que nous faisons non seulement à l'ADEME, mais nous avons aussi entamé une politique très, très systématique au niveau de la région, en réformant complètement le système d'aide régionale. Et c'est dans cet esprit que nous travaillons.
Quelles seraient selon vous les 3 grandes propositions pour mieux soutenir la production martiniquaise? La première, c'est la proposition consistant à dire qu'il faut aider les petites entreprises à se développer, parce que ce sont les petites et moyennes entreprises, parce que ce sont ces petites et moyennes entreprises qui créent le plus d'emplois. Et l'un des objectifs de toute politique de développement aujourd'hui en Martinique doit être une politique de création d'emplois. Nous avons un taux de chômage qui est supérieur à 20%, et surtout nous avons pour les jeunes un taux de chômage qui est les jeunes qui se situent entre 18 et 25 ans. Nous avons un taux de chômage supérieur à 60%. Donc, aider au développement des petites et moyennes entreprises qui sont créatrices d'emplois, ça c'est un premier élément important. Pour que les entreprises se développent, il faut qu'elles puissent accéder à des financements. Et les différents systèmes que nous avons d'aide au financement des entreprises, eh bien, nous les avons renforcés depuis que nous sommes arrivés à la région, avec une réforme qui a permis non seulement de maintenir les aides à l'investissement et à l'emploi, mais de compléter ces aides à l'investissement et à l'emploi par une aide au BFR, aux besoins de financement des entreprises, ce qui n'existait pas. Et souvent, les entreprises ont un besoin de financement qui est dû au fait qu'au départ, elles n'ont pas suffisamment de fonds propres et que les banques ne veulent pas les suivre. Les banques ne veulent pas prendre de risques. Aujourd'hui, de plus en plus, les banques ont peur du risque de financement de l'entreprise parce qu'il aurait beaucoup plus facile de gagner de l'argent en plaçant cet argent sur le marché financier, sur les marchés extérieurs qui leur rapportent plus facilement de l'argent. Le risque n'est pas moindre, mais l'argent peut être plus, les gains peuvent être plus importants. Donc, nous pensons qu'il faut faire en sorte que les entreprises puissent accéder plus facilement au financement. Nous avons mis en place un système dans la région qui est beaucoup plus favorable, mais nous ajoutons à cela certains organismes qui étaient plus ou moins en sommeil et que nous sommes en train de réactiver, comme par exemple la société Sagipar, qui est une société de capital risque, une société de développement qui gère un fonds qui s'appelle le fonds d'investissement régional, et nous avons augmenté les dotations du fonds d'investissement régional et nous sommes en train de faire en sorte que cela puisse véritablement aider les entreprises qui n'ont pas de capital propre et qui peuvent utiliser ces fonds-là. Enfin, le troisième élément, très important en matière de développement des entreprises, surtout les petites et très petites entreprises, c'est un accompagnement des chefs d'entreprise qui, ou bien n'ont pas les formations nécessaires en matière de gestion, en matière de comptabilité, de compréhension des comptes de l'entreprise, etc., ou bien n'ont pas le temps nécessaire pour s'y consacrer. Donc, nous mettons en place, avec l'ADEME notamment, des dispositifs qui permettent de mieux former les chefs d'entreprise, de leur compléter leur formation quand c'est nécessaire. Et aussi, nous sommes en train, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, d'IADEM, de faire un suivi. Et le suivi sera de 2 ans. Pendant 2 ans, on suivra un certain nombre de chefs d'entreprise. On ne peut pas suivre tout le monde, évidemment, mais ceux qui voudront bien et qui feront les efforts d'amélioration qu'il s'agit de faire, eh bien, ils sont suivis dans le cadre de ce programme. Il y a quelques années, vous avez été à la tête d'un organisme touristique appelé la RDTM. Quelles seraient aujourd'hui les activités à développer pour doper le tourisme en Martinique? Tout d'abord, rappelons que l'Agence régionale de développement touristique de la Martinique était une agence qui a été créée en 1986 et que j'en ai été le président entre 1992 et 1998. Et effectivement, pendant cette période, nous avons réalisé toute une série de choses importantes. Par exemple, c'est nous qui avons assuré la signalisation touristique de la Martinique, les pancartes que l'on voit avec le petit oiseau, le petit sucrier fal jaune, c'est nous qui avons mis ça en place. Deuxièmement, nous avons formé à l'époque les chauffeurs de taxi à la culture et à la culture historique, et enfin à la connaissance de la Martinique, de manière à ce qu'ils puissent être en mesure de renseigner
des touristes qui venaient chez nous, et que nous avons aussi, à l'époque, fait des formations en anglais pour les chauffeurs de taxi. En ce qui concerne la croisière, nous avions même organisé des visites des chauffeurs de taxi dans les lieux où commence la croisière, c'est-à-dire à Miami, à Porto Rico, pour qu'ils puissent mieux se familiariser avec cette activité. Et nous devons dire que les résultats à l'époque ont été assez impressionnants, puisque entre 1992, où nous avions à peu près 500 000 visiteurs en tout et pour tout, c'est-à-dire croisière plus tourisme séjour, et 1998, nous avons vu passer le flux de 500 000 à 1 million de visiteurs, tourisme de croisière et tourisme de séjour. Alors entre-temps, entre 1998 et 2010, chacun sait qu'on a assisté à une dégringolade du secteur touristique. Mais nous sommes en train de reprendre les choses en main et toutes les actions que nous avons menées jusqu'à maintenant visent à relancer, à remettre en route le secteur touristique. Et dès l'an dernier, nous avons commencé à voir quelques résultats. Alors, bien sûr, on a vu augmenter le flux d'arrivée de plus de 15% entre 2010 et 2011. Alors, c'est vrai que nous sommes quand même dans une crise très, très difficile et les progrès ne sont pas si simples à réaliser, mais nous continuons à travailler dans ce sens. Que retenez-vous de votre passage en tant que membre du Conseil économique et social, où vous avez été président du groupe Outre-mer? Alors j'ai été membre du Conseil économique et social à Paris entre 1984 et 1994. J'ai été en même temps président du groupe de l'Outre-mer à l'intérieur de ce conseil. Eh bien, l'une des choses à laquelle, d'abord, nous avons préparé de nombreux rapports, nous avons donné nos opinions sur toute une série de textes qui étaient préparés pour l'outre-mer et nous avons influencé très souvent, dans un sens de plus grande efficacité et de meilleur ajustement à la réalité de l'outre-mer, les textes qui étaient en préparation. Je retiens en particulier que j'ai été le rédacteur du premier rapport qui a été rédigé au Conseil économique sur la coopération régionale entre les Antilles, Guyane et la Caraïbe. C'était un rapport que j'ai présenté en 1991 et qui continue à être considéré comme une référence sur cette question de la coopération régionale. Beaucoup de gens continuent à s'inspirer du travail que j'ai fait à l'époque. Qu'avez-vous retenu comme enseignement de votre passage en tant que député au Parlement européen? Alors j'ai été député européen à la fin des années 80. Et effectivement, à cette époque, le Parlement commençait juste à se mettre en place, puisque le Parlement la première élection du Parlement européen au Parlement européen a été tenue en 1979 et la deuxième en 1984. Et à l'époque, j'ai eu beaucoup à faire au Parlement, notamment par rapport au problème de l'outre-mer. C'est en effet l'époque où a été réformé les fonds européens. Donc j'ai beaucoup contribué par mes interventions et par mes amendements à la conception même des fonds européens, la manière dont on a organisé les fonds et le fait qu'on ait accordé une priorité aux départements et régions d'outre-mer. C'est à l'époque d'ailleurs que sont entrés au Parlement les représentants des Canaries, les représentants de Madère, les représentants des Açores, et nous avons ensemble mené une politique qui a placé les RUP, les régions ultra-périphériques, dans une position particulièrement favorable pour pouvoir bénéficier des fonds européens. Nous avons aussi, à l'époque, en 1988, a été mis en cause directement l'octroi de mer. Et l'octroi de mer devait être supprimé si on suivait une directive qui était arrivée de la Commission en 1988 et qui disait que l'octroi de mer était un obstacle aux échanges extérieurs. C'était une espèce de droit de douane. Et c'est
à mon initiative que d'abord nous avons réussi à stopper cette proposition d'élimination de l'octroi de mer par la Commission. Donc le Parlement, j'ai réussi à obtenir qu'une majorité de membres du Parlement s'oppose à cela. Et donc la proposition du Conseil, de la Commission économique a été rejetée. Et ensuite, toute une réforme a été lancée et qui a permis, en 1990, de mettre en place une réforme de l'octroi de mer qui fait qu'aujourd'hui, l'octroi de mer n'est plus une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, c'est désormais une taxe sur la consommation, c'est-à-dire qu'elle s'applique aussi bien aux produits qui sont importés qu'aux produits qui sont produits localement. Simplement, pour ce qui concerne les produits qui sont réalisés localement, il y a une exonération, une possibilité de différentiel entre la taxe à l'importation et la taxe au niveau local pour permettre aux producteurs locaux de bénéficier d'un avantage concurrentiel. Donc voilà les quelques-unes des... Par exemple, c'est à cette époque aussi, à l'époque où j'étais au Parlement, que j'ai pu lancer le principe de la mise en place du marché, de l'organisation commune de marché de la banane. Ça n'existait pas. On devait aller vers le marché unique en 1992, et à l'époque, le combat au sein du Parlement, c'était entre ceux qui voulaient faire entrer les bananes venant d'Amérique latine sans barrière douanière sur le marché européen, c'est-à-dire les gens comme les représentants de l'Allemagne, qui étaient en cheville avec les grandes multinationales de la zone dollar, et puis ceux qui, comme moi, défendaient le principe d'une organisation commune de marché au niveau européen, sur le modèle qui existait déjà au niveau national, en France, et en Espagne et au Portugal. Et j'ai travaillé à unir ceux qui voulaient mettre en place ce système de protection de la banane communautaire. D'autres acteurs ont joué aussi très fortement leur rôle dans ce sens-là, et nous avons obtenu au niveau du Parlement le principe d'une organisation commune de marché, et ensuite cela a été repris en main par la Commission et par le Conseil européen et mis en œuvre à partir de 1993. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir de la Martinique? D'abord, je suis un éternel optimiste. Je crois qu'il n'y a pas de vie sans optimisme. Il n'y a rien de plus désagréable à rencontrer que les gens qui sont pessimistes. Je pense que l'optimisme, lorsqu'il est exprimé, il peut être partagé. C'est un élément de mobilisation, l'optimisme. Donc, je suis optimiste. Mais je ne suis pas optimiste de manière béate. Je pense que l'optimisme doit être basé sur un certain réalisme. Alors, le réalisme, en ce qui concerne la Martinique, c'est de reconnaître, que nous avons quand même beaucoup progressé depuis une trentaine d'années. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a, au plan politique, la décentralisation a beaucoup évolué. Au plan économique, les entreprises sont très modernes en Martinique. Si vous les comparez à ce qui existe dans notre environnement, eh bien, vous allez voir que nous avons des entreprises qui sont extrêmement modernes économiquement, techniquement, technologiquement. La population elle-même aussi a beaucoup évolué. Vous avez beaucoup de gens qui sont de très haut niveau maintenant en Martinique. Donc tout ça est un potentiel qu'il nous faut utiliser. Alors maintenant, pour l'avenir, eh bien, nous sommes dans une crise mondiale et ça n'est pas facile pour personne, mais c'est à nous de chercher les chemins dans cette crise mondiale, et nous avons des secteurs qui peuvent se développer dans cette nouvelle conjoncture. D'abord, dans le secteur touristique, mais dans ce domaine, il faut cibler des marchés très précis. Vous avez un marché des seniors qui est important, dans lequel nous pouvons nous engager. Nous avons des atouts pour ça. Nous avons un bon système médical en Martinique, nous avons un bon système de sécurité sociale. Les Européens qui viennent ici ont des droits sociaux à la Martinique. Ils ont des droits en matière de santé. Par conséquent, ils peuvent tout naturellement bénéficier de cela sur place. Quelqu'un qui vient de Suède ou qui vient de Belgique, s'il va en République dominicaine et qu'il est malade, eh bien il va payer l'hôpital. S'il vient à la Martinique et qu'il est malade, il va être hébergé à l'hôpital
avec les remboursements de sécurité sociale comme ça existe pour les autres Européens en Martinique. Donc, ce sont des atouts qu'il nous faut valoriser. Nous avons la possibilité aussi de former beaucoup mieux nos nouvelles générations, notamment en langues étrangères, notamment en connaissance des technologies, de différentes technologies modernes, mais en les faisant participer à des programmes Erasmus, à des programmes d'échange avec des universités européennes, etc. etc. Donc tout cela, bien, il faut l'utiliser. Nous avons des fonds européens aussi qui sont importants. Et je dois dire que depuis l'arrivée de notre nouvelle équipe à la région, bien, nous avons beaucoup accéléré la consommation des fonds européens, car dans les époques qui nous ont précédés, ce n'était pas toujours le cas. Et nous en sommes à un tel point de dynamisation de l'utilisation des fonds européens que pour certaines lignes de crédit, nous sommes déjà en surconsommation, alors que nous ne sommes pas encore à l'échéance étant 31 décembre 2013. Donc tout cela pour vous dire que les moyens existent et c'est à nous de les utiliser pour développer le pays.